webinaire. Voilà. Aujourd'hui, une introduction par Jacques Viard sur le contexte de ces sessions de financement sur le financement participatif. Nous enchaînerons avec Frédéric Fournier, président du Fonds OSER, un temps d'échange, le BPI France, avec Madame Délias et Madame Bouvard, et enfin Monsieur Lenoir, directeur du syndicat départemental d'énergie de l'Allier, nous dressera un panorama des actions des syndicats d'énergie et spécifiquement du syndicat d'énergie de l'Allier en tant que tiers financeur. Juste avant de passer la parole à Jacques Viard, je me suis simplement essayé à une définition de qu'est-ce que le tiers financement, de quoi on va parler. On va parler en fait des acteurs qui peuvent apporter des financements en fonds propres, quasi-fonds propres ou d'être, autres que les fonds propres apportés par les porteurs de projets initiaux au projet, autres que les subventions régionales ou nationales à l'investissement et autres que la dette bancaire classique. Voilà. Jacques, je te passe la parole. Donc, j'ai intégré les diapos que tu m'as envoyés. Donc là, je continue à partager mon écran. Bien, bonjour. Merci Guillaume. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je te laisse mettre ta caméra aussi. Oui, je crois que c'est correct. Vous m'entendez bien? Parfait. Parfait. OK. Bien. Alors, comme indiqué par Guillaume à l'instant, s'agissant du tiers financement, il ne s'agit pas de financement alternatif au financement bancaire, mais bien au contraire de financement qui s'adosse au financement bancaire principal. Voilà, ça c'est très clair. Il y aura toujours du financement bancaire, donc en dette principale, dans les projets de méthanisation. Et ce qu'on souhaite creuser donc, dans ces 3 webinaires, c'est les autres possibilités qui peuvent venir en complément du financement bancaire et pour le consolider, pour le rassurer et pour avoir un financement qui globalement réponde bien à la philosophie de chaque projet. Alors, d'où venons-nous? C'est pas si loin que ça, mais encore assez récemment, c'est vrai que les projets étaient financés de la manière suivante. Il y avait une part assez importante de subventions à hauteur de 20, 25 ou même 30% dans une phase de décollage et d'apprentissage de la filière méthanisation. Et c'était tout à fait normal de la part des pouvoirs publics lorsqu'une filière est jeune. Les premiers projets aidés par l'ADEME, à titre d'exemple, mais souvent aussi par la région, remontent à 2008-2009 dans nos archives. Donc, ce n'est pas si vieux que ça quand même, hein, ça remonte il y a environ 11 ans. Bon. Et c'est vrai que la situation a bien évolué. La filière, clairement, a décollé. Alors, d'abord sur la logique cogénération, hein, c'est-à-dire production d'électricité et de chaleur, et ensuite, depuis 2015-2016, de plus en plus sur la filière injection, c'est-à-dire que le biogaz produit est épuré et injecté dans le réseau, souvent le réseau de distribution, le réseau de GRDF. Maintenant, à l'échelle nationale, on recense plus de 1200 projets tout type, hein, cogénération et injection. Et dans notre région, dans le point que nous avons pu faire ensemble en décembre dernier à la grande réunion régionale, eh bien, on a plus de 130 projets qui fonctionnent. Et dans le cadre de notre charte Ambition Biogaz 2023, eh bien, par rapport à la situation de 2019, on souhaite multiplier par 2 le nombre d'unités de méthanisation en service dans notre région et en même temps multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable à base de biogaz sur la filière méthanisation. Donc forcément, avec cette dynamique très forte, les choses ont évolué en matière de logique de financement public. Le ministère de l'Environnement et donc sa direction, la DGEC, la direction énergie et climat, donc a souhaité revoir à la baisse le tarif d'achat du biométhane et en même temps a souhaité que les subventions de l'ADEME soient revues à la baisse avec un mécanisme que vous connaissez sans doute, un mécanisme de décote pour les projets nouveaux tarifs. Dans cette logique d'avoir un prix de revient
donc du biométhane de plus en plus compétitif et proche du biogaz. Mais forcément, tout ça, c'était avant ce coup de tonnerre, hélas, de cette guerre Russie-Ukraine qui nous désole considérablement et qui, en même temps, en parallèle, fait monter le prix du gaz fossile. En tout cas, la logique aujourd'hui en tant qu'acteur public à l'échelle terrain, c'est donc d'avoir donc toujours de la dette bancaire, d'avoir des fonds propres de la part des porteurs de projets un peu plus conséquents et une part plus faible de subventions publiques. Vous voyez, on l'a situé aux alentours de 10%, et à terme, dans une filière vraiment en très grand développement, cette part de subvention devrait définitivement disparaître. Et on verra ce qui en sera en matière de soutien public tarifaire national, compte tenu des éléments géopolitiques. Et en tout cas, sans aucun doute, dans tous les cas, on souhaite qu'il y ait davantage une place en matière de tiers financement, comme on vient de le définir à l'instant, en lien donc avec Guillaume. Et c'est vraiment le fond du travail qui est proposé dans ces webinaires, c'est partager avec vous, de manière générale d'ailleurs, cette culture sur le montage bancaire et cette culture plus particulière sur le tiers financement. On souhaite que nous tous, à notre niveau professionnel, quel que soit notre statut, eh bien, qu'on dispose davantage d'éléments, d'informations et de connaissances sur ces aspects-là pour les partager auprès des porteurs de des projets en lien avec le bureau d'études, les AMO et en lien avec les constructeurs. Diapo suivante, donc Guillaume. On a produit à l'échelle nationale, en lien avec GRDF, et un bureau d'études, un DENFI, spécialisé sur ces questions de financement, un guide début 2021, mis à jour début 2021, sur le sujet et qui est de diffusion nationale. Mais forcément, produire un guide, c'est une chose, le diffuser, c'est très bien, et surtout derrière, comme on le fait aujourd'hui à l'échelle terrain, ce qu'il faut, c'est rentrer dans le détail des choses avec des tiers financeurs qui présentent leur offre de manière générale et qui l'illustrent sur un ou deux cas concrets. C'est ce qu'on va faire, parce que notre but, c'est de bien toucher cette cible des porteurs de projets agricoles, hein, et bien les sensibiliser, les documenter sur cette question des financements et des financements autres que bancaires, et de bien les accompagner dans la richesse des possibilités. Diapo suivante, Guillaume, vous voyez que ce guide, qui est finalement une sorte d'annuaire un peu sur les diverses possibilités de financement des projets, voilà un petit peu illustré via des logos cette grande richesse de possibilités. Alors, pour faire simple, à gauche, on a fait figurer les financements plutôt de court terme, des coups de pouce au projet sur une durée relativement courte, relativement 5, 6 à 7 ans, et notamment tout ce qui a trait au financement participatif, au financement citoyen. Vous voyez, quelques noms figurent, mais d'autres encore sans doute existent. Et vraiment, on souhaite que chacun d'entre nous, on rentre en connaissance sur ces acteurs et ces possibilités. À droite, sur comment dirais-je, sur l'ovale un peu bleu ciel, on a rappelé un peu les financeurs très classiques. Hein. On voit le Crédit Agricole, Banque Populaire, on fait figurer quand même d'autres un peu moins habituels, comme la Nef. On fait figurer BPI France, mais rapidement tout à l'heure, BPI France va nous dire comment il se positionne, avec quels détails par rapport à ça, notamment avec son prêt sans garant. Et enfin, au milieu, différents types de possibilités. Hein. Voilà, on a fait figurer deux ovales au milieu, avec des durées de financement. Vous voyez la flèche en bas en noir, 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans. Tout cela est très approximatif, impressionniste. C'est quand même pour vous montrer comment ces différents acteurs peuvent intervenir au début, au milieu ou sur la durée du projet, comment ils peuvent rentrer dans un projet, comment ils peuvent en sortir quand le projet est tout à fait consolidé. Voilà.
On viendra dans le détail de tout ça. Et enfin, diapo suivante, donc Guillaume, pour ne pas être trop long, eh bien, à chaque fois, on a demandé à nos intervenants d'accepter de faire l'exercice, d'illustrer leurs modalités d'intervention sur des cas qu'on rencontre assez usuellement dans notre région, des cas de terrain. Donc voilà, 2 cas possibles, un projet avec une part d'effluent donc principale et quand même des intercultures, un projet en enregistrement, c'est assez classique sur une taille de 100 mètres cubeurs en biométhane injecté. Et un deuxième cas où on a, pourquoi pas également en base une part d'effluent, parce que c'est quand même une vraie ressource et sans doute à bien valoriser, à mieux valoriser. Et, voilà. Et de plus en plus, des projets sont sollicités également pour avoir des modules d'hygiénisation et d'acceptation des biodéchets. Et c'est vrai que ces biodéchets ont une belle valeur en termes de potentiel méthanogène. Et là également, c'est un cas de figure très intéressant. On a demandé à nos intervenants de les considérer et d'illustrer un peu leurs possibilités sur ces 2 types un peu voilà, schématiques de projets. Voilà, j'en termine là. Et en lien avec Guillaume, nous proposons à BPI France d'intervenir maintenant sur leur... BPI France, on avait dit peut-être, Guillaume, d'abord le fonds OSE-ENR. Ah oui, pardon, Je crois qu'il y avait une excusez-moi. contrainte horaire. Oui, c'est ça. Excusez-moi, monsieur Lenoir. Voilà. Donc, Allez-y, voilà. monsieur Fournier. Excusez-moi, Monsieur Fournier, j'ai une contrainte excusez-moi. horaire au dernier moment, donc du coup, effectivement. Je vous laisse Ouais. partager votre écran, monsieur Fournier, et puis mettre votre caméra, et puis nous présenter le fonds OSE, ses modalités d'intervention, et puis ses actions sur les 2 cas de type vus précédemment. Merci à vous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, on le voit en mode présentateur. Donc, on voit les diapos d'à côté aussi, mais bon, c'est… Voilà. Parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'interviens pour le fonds régional OSE, que je dirige depuis 2 ans. Donc, je suis relativement récent quand même dans ce dispositif. Et je vais essayer d'être assez concis parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissent déjà. J'ai vu sur la liste des participants un certain nombre d'entités avec lesquelles nous avons déjà travaillé. D'autres, évidemment, nous connaissent peu ou pas. Donc, je vais présenter en quelques diapositives rapides ce qu'est le fonds OSE et quelles sont nos missions. Et l'idée, c'est de vous partager un petit peu nos réflexions du moment sur la filière méthanisation, notamment autour des 2 cas d'école que Guillaume Colcadan vous a fait passer. Et voilà, de vous dire un petit peu, nous, sur des projets de ce type-là, ce que nous regardons, comment nous réfléchissons, comment nous analysons l'opportunité et les conditions que nous souhaitons voir remplies pour pouvoir accompagner les différents acteurs d'un tel projet. Bon, très rapidement, le fonds OSE, c'est un fonds régional, c'est-à-dire qu'il y a une compétence territoriale qui est exclusivement la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est également exclusivement le secteur des énergies renouvelables et notamment pour nous, celui des filières matures. On entend par là l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, l'hydroélectricité. Et on regarde évidemment, même si c'est un petit peu le futur, mais on regarde aussi d'autres filières comme la géothermie ou l'hydrogène, mais je pense que c'est pour les prochaines années. Pour donner quelques chiffres rapidement, notre capacité d'investissement, c'est un capital qui est très légèrement inférieur à 20 millions d'euros. On a aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de projets dans lesquels on est investi. Donc, on a un portefeuille qui est diversifié à la fois sur les tailles, les filières, les territoires, ce qui est intéressant évidemment en termes de retour d'expérience. Ça représente une puissance cumulée d'un peu plus de 130 mégawatts. Et nous avons… alors, les chiffres évoluent assez vite en fait. Hein. On a 8 millions, mais en fait, sur les 6 derniers mois, on est plutôt aujourd'hui, on a déployé quasiment 10 millions d'euros sur un portefeuille dont la valeur globale dépasse maintenant les 200 millions d'euros. Voilà. Un petit mot quand même de notre actionnariat, c'est important. On a une identité qui est un peu particulière pour un investisseur. Comme vous voyez, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est actionnaire à 51%. On a ensuite la banque
les territoires, donc Caisse des dépôts consignation qui détient 19%, et les 30% restants sont détenus par l'ensemble des acteurs que vous voyez au bas de la diapositive. Donc on a, donc pour la transition énergétique, en fait c'est le groupe Banque Populaire. On a le Crédit Agricole, à travers les deux de ses caisses, la Caisse d'épargne, et évidemment, on a deux énergéticiens que vous connaissez bien dans la région, qui sont la Compagnie nationale du Rhône et GEG. Et puis, on a également, pour la sphère, on va dire, un petit peu participative, celle qui amène une sensibilité un petit peu différente, qui est intéressante pour nous, Énergie partagée, Enercoop et la NEF. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre les uns ou les autres, hein, évidemment, s'il y a des questions, essayons de rendre pour le moment, il n'y a pas de la chose un peu interactive. Voilà, n'hésitez pas. Notre mission, très très simplement, c'est évidemment contribuer au financement des énergies renouvelables en accompagnant principalement deux types d'acteurs, les développeurs, c'est-à-dire les porteurs des projets, et les collectivités. Donc, on intervient beaucoup aux côtés des collectivités parce qu'aujourd'hui, dans notre portefeuille d'une trentaine de projets, je crois qu'il n'y a que 3 projets sur une trentaine dans lesquels il n'y a pas de collectivité. Donc, vous voyez, de façon très, très majoritaire, on travaille avec des collectivités qui ont émis le souhait d'être actionnaires, investisseurs minoritaires. Et donc, nous, on joue ce rôle d'interface en fait, entre la sphère privée, qui est plutôt celle du développement des projets, et la sphère publique, celle des collectivités et de la région. Et on a cette double culture par notre composition actionnariale, qui est un peu spéciale, mais qui, je crois, est un grand atout. C'est qu'on a évidemment une partie de notre ADN qui est publique et une autre qui est privée. Donc, on mobilise, on va dire, en termes de savoir-faire et de culture d'entreprise, on mobilise plutôt des compétences qui sont issues du secteur privé, mais on les met au service aussi des collectivités, évidemment, et notre principal donneur d'ordre reste la région. Et donc, évidemment, les modalités pratiques d'intervention du fonds OSER, c'est de rentrer au niveau des sociétés de projet, non pas dans les sociétés de développement, hein, mais dans les sociétés de projet, et très classiquement au travers de deux outils qui sont les obligations, qu'on a un petit peu utilisé au début de l'histoire d'OSER, mais qui aujourd'hui, en fait, sont un outil qu'on n'utilise quasiment plus, et puis l'augmentation en CCA, donc les prêts en compte courant d'associés. Bon, une petite cartographie de notre secteur d'intervention. Vous voyez qu'il y a, on va dire, une représentation pour l'instant à peu près équilibrée de l'ensemble des filières et sur l'ensemble du territoire. On voit quand même qu'il y a à l'ouest, l'Auvergne reste un territoire qui est relativement peu couvert encore, pour des raisons d'éloignement géographique, mais on s'attache évidemment à rattraper ce retard. Et puis à l'est, de façon intéressante aussi, les Savoies sont un petit peu moins pénétrés, on est un peu moins bien référencés, donc c'est également de nos axes d'effort. Sur cette carte, Monsieur Fournier, excusez-moi, vous avez peut-être cité, mais combien il y a de projets de méthanisation au final financés par le fonds OSER ? Alors aujourd'hui, les projets de méthanisation, vous en avez un qui s'appelle, il est ici d'ailleurs, c'est celui-là, qui s'appelle Métamoly, qui est un projet qui est en exploitation. Vous en avez un ici qui est en phase de construction, en fait, qui est un projet qu'on a en développement avec CVE. Vous en avez ici, ça c'est plutôt du développement. Et puis vous en avez deux qui sont en exploitation. Alors avec, on en parlera tout à l'heure, moi je vous donnerai un bref retour d'expérience avec on va dire des retours d'expérience heureux et moins heureux que je vous partagerai rapidement parce que c'est vrai que ça influe beaucoup la façon dont on regarde maintenant cette filière et les critères que l'on juge vraiment importants pour prendre la décision d'accompagner ou de ne pas accompagner un projet. Et donc voilà, aujourd'hui notre expérience, elle se fonde sur 5 projets, donc c'est à la fois intéressant pour commencer à se faire un petit peu une opinion sur la filière, et en même temps, 5 projets, c'est pas 15 ou 20, donc on a encore beaucoup d'acteurs à découvrir et beaucoup de choses à apprendre sur cette filière. Mais elle fait vraiment partie de nos missions. Elle est chez nous,
considérée comme une des filières matures dans lesquelles on a mission d'investir. Bon, voilà, ça c'est le montage un peu, on va dire un peu classique. Hein. Où est-ce qu'on intervient? On intervient, on voit effectivement au niveau d'une société de projet, très souvent aux côtés d'une collectivité, et on a recensé un petit peu autour d'une société de projet les types d'acteurs que l'on pouvait trouver. Là, je pense que pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va plutôt avoir des collectifs agricoles et des SEM, et puis parfois, mais à mon sens, de façon minoritaire, peut-être dans certains projets, des intercommunalités. Je ne m'attarde pas trop sur cette diapositive, parce que je pense que c'est un sujet que tout le monde connaît bien. Bon, ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, que vous connaissez par cœur. Hein, c'est un peu l'investissement type. C'est, on va dire, une grosse fraction largement majoritaire de dette bancaire, des subventions à chaque fois que c'est possible. Et c'est vrai que dans le cadre de la méthanisation, il y a des subventions, à la fois de l'Europe, de l'ADEME et de la région. Donc, on essaie de les mobiliser. Et puis, les fonds propres qui sont amenés, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, à la fois par les actionnaires du projet, c'est-à-dire les porteurs du projet historique, et puis éventuellement par des tiers financeurs que nous pouvons être posés lorsqu'on nous sollicite pour compléter les tours de table. Bon, on investit, s'agissant de la méthanisation, parfois dès la phase de développement, ça nous arrive, et évidemment, majoritairement, dans la phase de construction. C'est là qu'évidemment se situe l'essentiel de l'effort financier pour les actionnaire. Ça, je pense que c'est un sujet que vous connaissez par cœur, donc pareil, je passe assez rapidement. Bon, nos activités, là, vous voyez, c'est pas de la méta, évidemment, c'est du PV, mais pour illustrer notre présence dans le secteur agricole, voilà, c'est vrai qu'on accompagne pas mal des exploitations agricoles, ou en tout cas des regroupements d'agriculteurs, pour de la solarisation, et évidemment, pour le sujet qui nous intéresse, là, je vous ai montré Métamoly, sur des unités de méthanisation agricole. On n'a pas aujourd'hui de participation dans des unités de méthanisation industrielle. On a un premier projet qui est en cours de construction avec CVE et des acteurs de la vallée d'Aoste sur un projet qui regroupera à la fois des industriels, puisque c'est les industries de jambon d'Aoste, et également des acteurs agricoles de ce secteur-là, mais on n'a pas encore, nous, de participation dans des unités de méta purement industrielles. Donc, notre expérience, elle s'appuie plutôt sur le secteur agricole. Voilà. Je rappelle ici, pour faire la transition, les deux cas d'école que nous a proposé Guillaume Cocadan. Alors, je pense, Guillaume, en fait, que ce ne sont pas des purs cas d'école abstraits. Hein. J'imagine que vous êtes appuyé sur des choses qui existent, des projets concrets. Oui, on a voilà. essayé de faire en sorte, effectivement. Bon, ils sont tout à fait intéressants pour moi parce qu'en fait, ils correspondent à peu près à la cible sur laquelle on travaille aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le type de projet sur lequel nous, on va plancher et qu'on va analyser pour essayer de voir si on accompagne ou si on n'accompagne pas et sous quelles conditions. Moi, ce que je peux rappeler de façon générale, et c'est une considération qui est très forte chez USE, c'est que la filière méthanisation, c'est une filière qui est complexe techniquement. Il y a la chimie organique, il y a des compétences agronomiques pointues, et il y a aussi des compétences industrielles, et notamment dans la maintenance et l'exploitation de systèmes qui sont complexes et qui sont soumis à des fortes contraintes, notamment mécaniques. Donc, ce n'est pas du tout comme l'éolien ou le photovoltaïque, qui sont des filières dans lesquelles, quand on a bien dimensionné, qu'on a bien construit, qu'on a mis en exploitation, ça, entre guillemets, tourne un peu tout seul, sous réserve que l'exploitation et la maintenance soient faites régulièrement. Nous, il nous semble que la méthanisation, c'est beaucoup plus complexe. C'est une vraie ingénierie, et pas seulement dans la phase de définition et de construction, mais également dans la phase d'exploitation. Ça, c'est la première considération. Donc, ça nous amène à nous dire que, comme c'est une filière dans laquelle il n'y a pas encore en France un énorme réservoir de compétences et d'expertise, parce que cette compétence et cette expertise, elles sont en train de se construire avec l'essor de la filière, ça nous amène à nous dire qu'il vaut mieux travailler avec des acteurs qui aujourd'hui ont des vraies références, et des références d'exploitation qui fonctionnent bien,
et avec des technologies qui fonctionnent bien. Évidemment, quand je vous parle de technologie, on pense tous à voie liquide ou plutôt phase sèche et avec phase sèche garage ou silo, etc. Voilà, je pense qu'on a des expériences autour de ce webinaire qui sont assez variées. Mais nous, de manière constante aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à ce que les projets soient portés par des bureaux d'études, des constructeurs, qui soient vraiment capables d'amener des technologies éprouvées et qui soient vraiment capables d'amener du soutien aux agriculteurs qui montent les projets. On ne va pas donner de nom parce que ce n'est pas le propos, et puis tout le monde a le droit à l'erreur, on en fait aussi, mais on a tous entendu parler d'un certain nombre de projets qui, malheureusement, n'arrivent pas à tenir leurs promesses économiques, soit parce qu'ils n'ont pas été bien dimensionnés, soit parce qu'ils n'ont pas été tout à fait bien livrés, bien construits, soit parce que les montées en charge ne sont pas très bien passées, parce que les agriculteurs n'ont pas toujours reçu le soutien de l'industriel qu'ils attendaient en phase de montée en charge des installations. Il y a des raisons et des cas de figure qui sont extrêmement variés, mais s'il y a des projets qui tournent bien et il y a une vraie proportion de projets qui tournent bien, il y a aussi un certain nombre de projets qui connaissent des difficultés plus ou moins graves. Et nous, on n'échappe pas à la règle. On a fait les frais aussi dans nos investissements de projets qui aujourd'hui se portent pour les uns pas très bien et pour un en particulier vraiment mal. Bon, c'est des erreurs qu'on a faites parce que, en fait, il faut croire que les audits qui ont été faits à l'époque n'ont pas forcément intégré tous les points de vigilance qu'il fallait. Et donc, au moins sur notre participation, on a mis le pied dans un trou. On peut le dire comme ça. On ne va pas regarder, nous, quand on va s'attacher à un projet qu'on nous soumet, on ne va pas regarder exclusivement les aspects économiques. Évidemment que la rentabilité est un aspect important. Évidemment que le taux de couverture de la dette est un aspect important. Évidemment que la rémunération des comptes courants d'associés avant même que de toucher les dividendes est voilà, tout ça c'est important, mais en réalité on va même prêter encore plus d'attention à l'équipe qui porte le projet. Puisqu'on parle de méthanisation agricole, on va parler d'agriculteurs. Moi j'ai coutume de dire aux agriculteurs qui nous sollicitent, notamment quand je sens qu'il y a des surfaces financières qui peuvent être un petit peu légères, ou que le temps et l'énergie à investir dans ce projet peuvent avoir été un peu sous-estimés, j'ai tendance à leur dire la méthanisation, c'est un sport de riche. Ce n'est pas toujours bien reçu, mais c'est un sport de riche, ça veut dire que, il faut être capable d'amener les fonds propres, notamment en phase de développement, et puis évidemment, il faut le suivre en phase de construction. Et il faut être capable de porter des cautionnements solidaires, ce qui d'ailleurs tend à devenir une exigence très très répandue, pour ne pas dire systématique, dans la recherche de financement. Donc il faut être capable de porter des cautionnements solidaires, ce à quoi souvent les agriculteurs se montrent assez réticents. Et enfin, il faut être capable, au-delà des cautionnements solidaires, il faut être capable, si jamais l'exploitation ne tient pas toutes ses promesses, pour pouvoir lui donner un second souffle et lui faire passer les phases un peu critiques, il faut être capable de faire des jonctions de trésor. Et là, en général, quand on tient ce discours, on a des interlocuteurs qui sont assez au fait, pour bien anticiper ces sujets-là, parce qu'ils ont été accompagnés, mais on a parfois, il faut dire aussi, des interlocuteurs qui découvrent un peu, et j'ai un peu l'impression de les boucher froid quand je tiens ce discours, mais je pense que c'est un discours de vérité qu'il est important de tenir. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit quand on discute avec les banques qui financent les projets, que ce que je vous raconte là, alors qui est la vision du fonds OSE. Je ne veux pas du tout m'exprimer au nom des tiers financeurs en général. Je livre que la vision d'OSE, mais on s'aperçoit qu'en fait, cette vision, elle est quand même largement partagée par les banques qui font les audits des projets. Et au moment où on va convertir le term sheet en contrat de prêt bancaire, souvent, on a un peu les mêmes voyants qu'eux qui s'allument sur notre tableau de bord, notamment quand ça s'allume en rouge. C'est le problème du cautionnement solidaire, c'est le problème de la surface financière qui est insuffisante et donc les fonds propres requis de la part des agriculteurs ne sont pas là, ou les capacités à faire des jonctions de trésor ne sont pas là, ou alors on peut avoir des doutes sur les entreprises qui ont été identifiées pour contracter en phase de construction-exploitation, parce qu'il y a quelques petites mauvaises références qui traînent un peu, et puis quand on gratte, on se dit, voilà, est-ce que c'était vraiment cet acteur qui… Voilà, ça c'est vraiment les choses qu'on va regarder
plus encore finalement que l'étude économique qui est pas si complexe que ça à conduire et qu'on arrive à conduire assez rapidement. C'est vraiment la contractualisation et puis la solidité de l'équipe qui porte le projet. Voilà. J'ai peut-être trop parlé parce que je pense que, enfin, je regardais la composition là, des participants à ce webinaire. Je pense qu'on fait tous un peu la même analyse autour de cette filière. Elle a un vrai avenir. Elle va continuer à monter en maturité, en prise d'expérience, etc. Donc, nous, OSE, on va continuer à assumer notre mission, c'est-à-dire à investir dans cette filière et accompagner des porteurs de projets. Évidemment, on va continuer à le faire, mais probablement avec plus de vigilance que ces dernières années, parce qu'on voit qu'il faut vraiment s'appuyer sur des porteurs de projets qui ont bien mûri leurs projets, qui ont les moyens de leurs ambitions et qui s'adossent à des bureaux d'études, des industriels qui ont des bonnes références. Voilà, je m'arrête, Guillaume, peut-être pour oui, merci, éventuellement laisser un peu de temps à des questions, si on a. Merci, M. Fournier. Du coup, il n'y a pas une question en tant que telle. Si, oui, voilà, il y a le CCEL. Alors, je vais peut-être simplement donner la parole à la personne par rapport à sa question. Alors, attendez, du coup, je vais juste… Quelle est la question? Ouais, on va donner la parole. Vous pouvez activer votre son. Normalement, vous devez pouvoir activer le son. Voilà, vous avez activé, c'est M. Dumouchel. Allez-y, M. Dumouchel. Oui, bonjour. Bonjour. La question, c'était par rapport au fonds et les investissements qui ont été réalisés dans les 22 projets ENR. Je me posais la question de la rentabilité financière, en fait, pour le fonds OSE de ces investissements jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous répondre sur la méthanisation. Hein. Finir, ça a mon intérêt, évidemment. Mais nous, les projets qu'on a accompagnés aujourd'hui, c'était des projets qui, en termes de taux de rendement interne, s'établissaient entre 7 et 10%. Alors, je vais juste très rapidement rappeler quand même ce que c'est que le TRI, dont on parle, taux de rendement interne. C'est la rentabilité calculée sur les fonds propres amenés par les investisseurs, enfin, pas seulement par nous, hein. C'est la rentabilité calculée sur les fonds propres. Une fois qu'on a effectué le levier bancaire qui est permis par l'octroi d'un prêt bancaire, et on le calcule sur, en général, les 15 ans de l'obligation d'achat dont on bénéficie dans le cadre de ces exploitations. Voilà. Donc, les projets dans lesquels on a investi sur le papier présentaient des rentabilités entre 7 et 10%. Certains sont un peu en deçà. Un est tellement en deçà qu'aujourd'hui, il est plus viable économiquement. Mais d'autres, et il faut le dire, et c'est important, non seulement tiennent le cap, voire sont en dépassement de performance. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une filière qui, quand elle est bien conduite, est une filière rentable. Pas seulement, évidemment, pour les investisseurs de mon espèce, là, mais également pour les porteurs de projets, c'est-à-dire pour les agriculteurs eux-mêmes. Merci. Et nous, on s'aligne, peut-être pour compléter ma réponse, nous, on s'aligne, si vous voulez, en termes de rentabilité, d'attente de rentabilité, on s'aligne vraiment sur les autres porteurs du projet. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'insérer dans une logique dans laquelle OSE pourrait attendre une rémunération plus importante que les autres actionnaires, que sont notamment les agriculteurs. Donc, on est vraiment en alignement sur les agriculteurs ou les collectivités. On a les mêmes attentes, en fait, que les autres actionnaires. Ça, Une question, Monsieur Fournier, à quel stade vous contactez? Est-ce qu'il faut anticiper, beaucoup anticiper, ou quand un projet est en cours de route et qu'on vous sollicite, est-ce que vous êtes capable de réagir au vu de votre équipe, etc. Quels sont les bons conseils à donner aux porteurs de projets agricoles qui nous écoutent là? Moi, j'ai tendance à dire que plus on travaille en amont, plus on est en anticipation, mieux ça vaut. Voilà. Mieux ça vaut parce que, alors, moi, je ne vais pas mettre mon grain de sel sur les aspects purement techniques parce que ce n'est pas notre compétence, hein, évidemment, en équipe. En général, les bureaux d'études qui sont mandatés font ça très bien. En revanche, c'est vrai que souvent, on accompagne sur le montage financier, sur la lecture de l'économie prévisionnelle du projet.
sur la gouvernance également du projet, pacte, statut, convention de prêt en compte courant d'associés. Et on intervient, pas toujours, mais aussi parfois, sur la recherche de la dette bancaire. Voilà. Oui. Et c'est intéressant qu'on puisse participer aux échanges avec les banques qui sont sollicitées parce qu'on a des approches en fait, qui sont assez convergentes nous, avec celles des banquiers, sur la lecture du projet, sur le risque financier, sur les réserves financières qu'il faut constituer, etc. En général, on est assez convergents. Et donc, c'est intéressant si on intervient sur un projet qu'on est sollicité très en amont de la construction du projet parce que ces données-là, on peut les partager avec les agriculteurs qui portent le projet. L'idée, ce n'est pas d'avoir une tambouille qu'on garde pour nous avec une espèce de recette secrète. Ce n'est pas tout le propos. Au contraire, c'est de le partager. Merci. Il y a une question de Bénédicte Jorsin d'Opale. Bénédicte, je vous laisse ouvrir votre micro pour la poser en direct. Alors, c'est clairement, si on se positionne sur un projet collectif construction agricole, porté par des agriculteurs, des collectifs assez importants, 12 fermes autour de la table, qui effectivement ont un business plan assez intéressant, avec un TRI de 7 à 10%. Quel serait l'intérêt pour eux d'avoir le fonds OSE autour de la table? Ils ne sont pas apporteurs, ils n'ont pas forcément participé au développement du projet, mais du coup, voilà, comment vous pourriez vous positionner par rapport à ce type de projet-là? Est-ce que du coup, c'est des projets qui sont viables sans vous et tant mieux, c'est sympa, ou est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'ils soient autour de la table? Alors, l'intérêt, il est très clair. Si le projet est viable sans nous, parce que l'équipe peut amener des fonds propres suffisamment, qu'elle est capable de porter un cautionnement solidaire et de satisfaire en fait toutes les exigences qui sont en général posées dans un financement bancaire classique, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous. Et tant mieux pour eux. En revanche, nous, on va intervenir aux côtés d'équipes qui ont du mal à boucler un tour de table et qui auront besoin de quelques centaines de milliers d'euros pour compléter les fonds propres qui sont requis dans cette opération. C'est vraiment à ça qu'on sert. Ok, mais s'il manque une centaine de milliers d'euros, c'est aussi que peut-être le TRI n'est pas aussi intéressant que 10%. 10%, j'ai du mal à comprendre que quand on a un TRI de 10%, on ait encore besoin du fonds OSE. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que, par exemple, la caution solidaire, nous, on a fait une vingtaine de projets, on n'a jamais sollicité de caution solidaire sur les exploitations agricoles. On considère que c'est des projets autoportants qui doivent justement ne pas mettre en péril la ferme et qui doivent se suffire à eux-mêmes et donc apporter des garanties nécessaires pour les banques pour qu'elles financent ce projet sans mettre de caution sur les fermes. Si c'est pour accompagner des projets très rentables, ça me paraît, voilà, est-ce que c'est vraiment votre rôle ou est-ce que votre rôle, c'est justement d'aider ceux qui sont en difficulté, qui sont plutôt autour de 6-7%? Alors, un projet qui réaliserait 6-7% sur 15 ans, en réalité, moi, je considère que ce serait un bon projet. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets en méta qui sont au-dessus de ça, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont en deçà, alors qu'en réalité, ils ne visaient pas 6-7 au départ, ils visaient plutôt 8-10. Il faut quand même comprendre, enfin, tout le monde le sait, je pense, autour de ce webinaire, mais c'est quand même une filière dans laquelle il y a énormément d'aléas et d'impondérables sur la phase d'exploitation. C'est de la chimie organique, c'est extrêmement fragile, c'est sujet à des variations, notamment dans la composition des intrants. Enfin, je ne vais rien apprendre à personne, mais quand on regarde le business plan, quand on fait une analyse un peu financière, un peu fine, et qu'on regarde la sensibilité en fait, des économies prévisionnelles à 2 ou 3 mauvaises années d'exploitation sur 15, pas la moitié, 2 ou 3 mauvaises années sur 15, vous avez vite fait de diviser un TRI par 2. Voilà. Vous n'avez pas le droit de rester une année à l'arrêt. Ce n'est pas possible. Or, ça peut arriver. Vous pouvez avoir une casse majeure. Vous pouvez avoir un de vos fournisseurs d'intrants qui a un problème sur ses cheptels et avec des niveaux d'antibiotiques qui font que vous ne pouvez plus. Enfin voilà, ça arrive. Je dis ça parce que nous, ça nous est arrivé. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, le TRI, autant c'est quelque chose. Si vous prenez l'éolien ou le PV, entre la théorie, quand elle est bien calculée, et la réalité, il n'y a pas beaucoup d'écart. En méta, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est vraiment une filière difficile. Ça mobilise trop de compétences très diverses
pour pouvoir se dire si c'est bien sur le papier, c'est forcément bien en vrai. Autour de la table, je pense qu'on est tous des professionnels de la filière et on a tous conscience. Après, il me semble qu'aujourd'hui, les projets qui auraient besoin d'être aidés, c'est peut-être aussi le rôle du Fonds OSER d'aller les aider. Et voilà, il y avait une question de Jean-Louis Brément qui a sollicité, qui n'a pas forcément été aidé par le Fonds OSER sur un projet autorisé, purgé de tout court. Oui, je comprends, mais Voilà. Puisque vous donnez son nom, mais vous avez raison, je vais répondre sur ce projet-là. Hein. Effectivement, on a été sollicité. Un groupement de 15 agriculteurs auquel le Crédit Agricole, puisque c'est la banque qui était sollicitée, et je les ai eus encore il y a 48 heures sur ce sujet-là, donc vous voyez, on essaie quand même de voir comment les aider, mais en fait, je peux vous dire d'ores et déjà que ça va être compliqué. Un groupement de 15 agriculteurs qui a du mal à boucler un financement au-delà de 100 000 € et qui nous en demande 150 000, alors que le projet il est autorisé depuis 2 ans et qu'ils ont 3 ans pour construire, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà dans le rouge sur la période de construction. En fait, il y a un vrai problème aujourd'hui sur le portage du projet, si vous voulez. Il y a ce que je disais tout à l'heure. On a une équipe aujourd'hui qui a probablement pas les moyens, en tout cas, qui n'a pas mis sur la table. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas, mais ils n'ont pas décidé de mettre sur la table les fonds nécessaires pour qu'en face, notamment les banquiers se disent on a des agriculteurs qui se sont donné les moyens de leur ambition. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, je ne vais pas donner de nom, mais il y a un problème sur le contractant général quand même, qui est à la fois le constructeur et l'AMO. Et je ne vais pas développer parce que le propos, ce n'est pas d'être négatif avec telle ou telle entreprise, je me l'interdis, mais vous savez comme moi qu'il y a un problème sur ce contractant général. On va accélérer un peu, M. Fournier. Voilà, et c'est ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, aujourd'hui, il y a une banque, le Crédit Agricole, qui ne financera pas, et ils viennent de le faire savoir. Il y a un autre fonds qui a été sollicité et qui n'ira pas. Et je vous le dis de première main parce que c'est un échange que j'ai eu il y a 24 heures avec son dirigeant. Et nous, je pense, on regarde comment faire, mais ça va être compliqué quand même d'y aller. Donc en fait, notre rôle, ce n'est pas d'être le pompier qui va éteindre les projets qui ne peuvent pas sortir. Ça s'appelle un fonds de subvention, ça existe. Mais nous, on n'est pas un fonds de subvention, on est un fonds d'investissement. Alors justement, à ce sujet-là, donc il y avait une dernière question là, parce que du coup, alors je verrai avec vous, M. Fournier, je vous remercie d'être intervenu, hein, parce que pour le contexte, le fonds OSER, au niveau là, au niveau personnel, il n'est pas au complet en ce moment, et donc du coup, c'est un petit peu compliqué en termes de charge de travail. Donc merci à vous d'être intervenu. Je vais juste, il y a une dernière question où effectivement, moi, ça me manquait aussi un peu. Comment vous intervenez? Vous devenez actionnaire pour toute la durée du projet ou de façon temporaire? Et juste, on regardera aussi ensemble, M. Fournier, si vous pourrez, dans le cadre du diaporama final, nous faire une diapo sur ces 2 cas d'école, comment vous interviendriez concrètement, mais on regardera ensemble les possibilités qu'on aura de préciser sur ces cas d'école, l'intervention du fonds OSER. Simplement, vous devenez actionnaire et pour la durée du projet ou de façon temporaire? On devient actionnaire pour la durée qui correspond le mieux aux besoins des porteurs du projet. Si on nous dit on a besoin de vous pendant 15 ans, voire 20 ans, on sait faire. Parce qu'on est un fonds, et ça c'est l'avantage d'être un fonds régional, parce qu'on est un fonds qui est capable d'être patient. Il y a aujourd'hui des participations, pas en méta, mais sur d'autres filières, où on sait qu'on est là pour 30, voire 40 ans. Mais on est aussi capable, si les porteurs de projet nous disent écoutez, on a besoin de vous à l'amorçage pour 5-6 ans, parce qu'après, on a de l'argent et on est capable de racheter vos parts parce qu'on aimerait bien remonter à 100% du capital, on est ouvert à ça aussi. Donc notre métier, c'est vraiment de coller au plus près du besoin des porteurs de projets. On peut faire du court terme 5 ans, on peut faire du très long terme 30 ans. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la grille de critères que j'évoquais, et je suis à votre disposition, hein, madame, s'il y a besoin d'en reparler après, en dehors de ce webinaire, hein, évidemment, n'hésitez pas. Ce que je dis ne fait pas autorité, hein, c'est notre vision à nous, mais simplement, elle se fonde sur des succès et aussi des échecs. Voilà. Et donc, c'est intéressant, on a les deux.
Très bien, mais écoutez, merci. Monsieur Brément est parmi nous. Alors, je donnerai la parole à la fin du webinaire aussi pour son témoignage en tant qu'agriculteur et en tant qu'agriculteur pour qui le levée de fonds n'est pas simple et a vécu avec un projet qui a aussi eu des recours qui expliquent son retard. Je vous propose donc on donnera la parole à Monsieur Brément en fin de webinaire. Je vous propose de passer à la deuxième intervention. On a un peu de retard, mais je pense que l'intérêt c'est aussi d'être interactif. Donc voilà. Oui, bien sûr, les supports seront tous disponibles. On va les compléter parce que pour certains éventuellement, puis surtout mettre aussi bien sûr à la fin de chaque support le contact pour continuer cette conversation en direct pour ceux qui le souhaitent. Merci. Alors, je vais passer du coup merci Monsieur Fournier. Je vais passer du coup la main à BPI France. Marie-Christine Delias, je vous laisse partager votre écran. Voilà. Et ouvrir votre caméra. Bonjour à tous. Pardon, c'est pas Madame Delias, c'est Monsieur Vicente. Tout à fait. Désolé. Mais ça ira tout à fait bien aussi. Allez-y. En proto introductif, effectivement, avant de laisser la parole à Marie-Christine Delias et Marie-Sophie Bouvard. Alors, il y a de l'écho, il faudrait fermer les micros. Normalement, il devrait y en avoir. C'est bon, on a réglé le problème. Bonjour à tous. Alors, le problème n'est pas réglé. Hein. Ah, vous l'avez toujours? Ouais, c'est. Si je sors. Alors, il faut fermer les micros de Marie-Christine notamment. Voilà, je désactive le son de Marie-Christine Delias. Ok, allez-y là, je pense que ça va mieux. C'est bon pour vous? C'est parfait. Allez-y. Très bien. On n'a pas l'habitude de Zoom. Donc, Luc Vicenzotti, moi je suis responsable de l'activité immobilière et énergie-environnement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, en quelques mots, vous redonner quelques éléments sur BPI France, surtout notre organisation, avant de laisser la parole à Marie-Christine et Marie-Sophie pour revenir sur les produits spécifiques de BPI France et puis les exemples dont nous avions parlé. Donc, BPI France, pour rappel, même si je pense que vous êtes beaucoup autour de la table à nous connaître, voilà comment nous sommes organisés en termes de structure juridique. Et donc, BPI France, c'est un établissement de crédit avec deux actionnaires principaux, l'État et la Caisse des dépôts, et nos partenaires bancaires qui sont également actionnaires minoritaires dans l'ensemble. On voit aussi sur une de nos filiales des régions, bien sûr, que nous sommes des partenaires privilégiés des régions. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là qu'on fait partie qu'on est signataire de cette charte dans le cadre bien sûr, de notre ambition à nous aussi sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi de nos relations étroites avec les régions. Donc voilà sur l'activité de BPI, sur l'organigramme de BPI France. En termes d'activité, là aussi, je ne vais pas rentrer en détail dans nos produits parce que pour la plupart, vous les connaissez. Celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui c'est le numéro 4, c'est l'activité de financement. Mais voilà, c'est important de garder en tête que BPI France, bien sûr, est présent en tant que financeur ou garant sur ces projets, mais on peut intervenir dans l'ensemble de l'écosystème, parfois très en amont avec l'activité innovation ou création, ou plus tard sur pourquoi pas des démarches export. En tout cas, on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour vous donner un chiffre peut-être sur l'activité financement, BPI France est depuis très longtemps impliqué dans le financement des énergies renouvelables. On a aujourd'hui un peu plus de 6 milliards d'euros d'encours sur cette activité-là, principalement sur des énergies matures. Hein. Frédéric en parlait tout à l'heure, c'est principalement de l'éolien, du solaire et de l'hydro. Et aujourd'hui, la thématique méthanisation, c'est un peu moins de 10% de nos encours. Donc, avec cette volonté de faire croître cette activité chez BPI France à travers soit des interventions classiques, soit des produits spécifiques dont on va vous parler juste après. En termes d'organisation, et c'est peut-être le
le point le plus important aujourd'hui, comment on travaille en région Auvergne-Rhône-Alpes et comment nous contacter pour parler sur des projets. Donc, vous le voyez sur la carte du Pays France, c'est 49 implantations régionales. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a 3, donc une à Clermont-Ferrand, une à Lyon et une à Grenoble, qui chapeautent des délégations territoriales. Ces délégations, il y en a 7 sur notre territoire, et c'est des agences commerciales de BPI France dans lesquelles vous aurez des interlocuteurs chargés d'affaires avec qui vous pouvez échanger sur ces projets. Et donc, notre équipe à nous, donc, qui est basée à Lyon, couvre l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et on intervient en appui de ces équipes terrain dans l'analyse, l'instruction, le partage autour des projets. Donc, principalement, Marie-Christine et Marie-Sophie vont intervenir en amont dans l'ingénierie des projets, dans l'analyse de ces opérations. Et puis, dans l'équipe, on a aussi des juristes qui vont ensuite accompagner le projet pour toute la phase contractualisation, puis une troisième équipe qui va suivre le projet pendant toute sa vie. Tous les événements qui peuvent être nombreux pendant la phase de vie d'un projet en énergie renouvelable seront aussi accompagnés par notre équipe. Donc, en fait, de l'instruction, de l'origination initiale au complet remboursement, vous aurez toujours la même équipe d'interlocuteurs. Alors bon, on finance sur le long terme, donc peut-être que les gens auront changé, mais en tout cas, l'équipe, le pôle d'accompagnement sur les énergies renouvelables et donc spécifiquement sur la méthanisation sera le même. Et donc, nous sommes basés à Lyon, mais bien sûr, on se déplace toujours avec plaisir pour rencontrer les porteurs de projets et puis voir les projets une fois qu'ils sont sortis de terre. Donc, voilà pour notre organisation. Je passe la parole donc à Marie-Christine pour vous présenter plus en détail nos modes d'intervention. Très bien. Merci beaucoup, Luc. Donc, nous allons écouter Marie-Christine. Christine, on n'a pas le son. Alors, et pour information, notamment, voilà, merci Maxime. Le secteur bancaire était très intéressé notamment pour avoir pas mal des informations sur le prêt sans garantie. Voilà. C'est tout bon, Marie. Est-ce que c'est bon pour vous? On vous voit et on voit l'écran. Oui, très bien. Jacques, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Marie-Christine. J'entends un écho aussi. Bien, je prends la suite pour vous présenter nos solutions, faire un petit focus donc, sur les financements de projets de méthanisation. Pour nous, le développement de la filière méthanisation est un enjeu fort dans le cadre de la Banque du Climat, comme toutes les autres filières. Et puis, si vous suivez l'actualité, c'est quand même toutes ces énergies décarbonées, c'est quand même un axe fort pour que demain on soit plus indépendant énergétiquement en France et en Europe. Alors, nous avons plusieurs types de dispositifs pour financer la méthanisation, soit du prêt à prêter, je dirais, ou du sur-mesure. Donc, nous avons des dispositifs et des produits BPI France et d'autres produits que nous avons qui sont packagés avec nos partenaires. Je voulais d'abord vous introduire sur nos interventions, parce qu'on a des interventions qui peuvent être faites avec nos produits. Tout à l'heure, vous avez vu dans toute la liste de nos champs d'intervention que l'on parle de garantie. On peut intervenir en garantie d'autres partenaires bancaires sur des projets sur lesquels peut-être on ne peut se positionner. Donc ça, c'est assez neutre pour le porteur de projet puisque c'est les banques qui demandent directement à BPI France. Ce sont des garanties qui sont de la durée du crédit avec une quotité qui peut aller de 30 à 70%, mais en moyenne, on est plutôt sur du 40 à 50% de contre-garantie sur les interventions bancaires.
Sur le financement structuré, et nous on intervient en cofinancement, là on est vraiment sur du sur-mesure dans l'analyse du projet. Nous allons regarder tous les aspects dont a parlé tout à l'heure M. Fournier, hein, tous les aspects autorisation, technique, viabilité du projet. Donc on a une analyse de l'ensemble des éléments qui constituent ce projet que j'ai listé là, mais je vous fais grâce de descendre la liste, parce qu'en fait, on a quand même un support de société, une SPV, hein, un projet, le projet est dédié à une société ad hoc, et autour de laquelle on a une myriade d'intervenants, qu'ils soient techniques, financiers ou juridiques, et on a besoin de se faire une idée, et la plupart du temps, donc, comme pour toutes les banques, on diligente des audits pour valider l'approche et en tout cas aussi faire émerger je dirais, ce qu'on appelle plutôt les red flags, les points importants qu'il faut regarder pour bien structurer le projet, de façon à ce que ce projet puisse être financé par nous et peut-être accompagné aussi en haut de bilan par d'autres partenaires. Donc nous, on a besoin de sécuriser tous ces aléas-là. On parlait tout à l'heure que le projet, que les porteurs devaient être accompagnés. Effectivement, nous, on souhaite qu'il y ait un assistant à maîtrise d'ouvrage qui l'accompagne pour challenger le projet tel qu'il a été dessiné par l'industriel. Donc effectivement, on a besoin de valider le porteur, l'accompagnement et puis le contenu du projet. Donc là, je vous ai listé aussi toutes les garanties que l'on prend, évidemment. Alors, on a parlé tout à l'heure de cautionnement. On n'est pas sur un projet sans recours, contrairement au projets sur des filières plus traditionnelles. Là, nous avons des recours au cautionnement. On demande le cautionnement des sponsors. Alors, de courte durée, et sur un montant qui peut être réduit par rapport à la dette. En fait, ça nous permet, pendant toute la montée en puissance du projet, d'être sûr que les porteurs du projet vont pouvoir être présents et apporter des fonds complémentaires si besoin. Donc, ça, c'est la particularité que l'on a sur ces financements de projets où on a, pour le coup, un recours un peu plus important dans la liste des garanties. Donc là, je vous ai mis un petit cadre emploi-ressources pour vous dire comment on peut intervenir sur la partie financement de la construction, les fournisseurs de métallisation, etc., le poste de raccordement qui est important et les frais. On prend aussi en termes de sécurité un DSRA ou un DSRF qui correspondent à 2 trimestres de dette qui permettent de pallier en fait les problématiques qu'il peut y avoir d'impayés. Donc ça, c'est assez classique. Et donc, pour dimensionner la dette, ce que l'on va regarder, puisque nous, ce qui est important, c'est de savoir quel cash va être généré pour pouvoir dimensionner la dette et faire face à cette dette-là. Donc, on parle par rapport aux apports, par rapport au financement participatif possible, d'un gearing entre 70 et 30. 70, ce serait la part bancaire, et 30, la part haut de bilan, quasi fonds propres et subventions comprises. Donc, on n'intervient pas sur toute la durée du contrat d'achat du gaz. En général, on garde un tail de 3 ans, c'est-à-dire qu'on intervient plutôt sur 12-13 ans maximum. Voilà, avec un niveau de DSCR qui nous permet donc, je disais tout à l'heure, sculpter la dette qui, lui, est entre 130 et 140. Voilà pour le financement sur mesure de BPI France. Juste, Madame Tellias, en face, quelque chose à rajouter. Oui, vous m'entendez, Madame Tellias? Les autres dispositifs dont on voulait vous parler, qui sont des dispositifs qui ont été travaillés avec 2 partenaires, que sont le ministère de l'Agriculture et l'ADEME, sur des prêts sans garantie, qui, eux, pour le coup, sont des produits qui sont assez light, assez faciles à mettre en place, et sans,
sans prise de garantie sur le patrimoine du dirigeant et des actifs de l'entreprise. L'objectif, c'est de compléter le plan de financement. Ces deux projets sont issus d'un constat, des problématiques de bouclage, de plan de financement et aussi de développement de petits projets qui n'arrivaient pas forcément à boucler les tours de table. Donc, le premier qui a été mis en place avec le ministère de l'Agriculture, ça correspond à des projets de cogénération dont la puissance est inférieure à 500 kW électriques, et puis des petits projets d'injection inférieurs à 125 normomètres cubes. Donc, on verra plus en avant les caractéristiques. Et le second, qui est arrivé un petit peu plus tard en partenariat avec l'ADEME, s'adresse plutôt à des projets en injection pour des puissances supérieures à 125 normomètres cubes. Alors, les caractéristiques de chacun, vous voyez, vous pouvez comparer finalement ligne à ligne les montants. Sur le prêt méthanisation agricole, ce sont des plus petits montants, de 100 à 500, quand on est sur des montants un peu plus importants, de 300 à 1000, 1 million pour les prêts injection. Durée plus courte, on peut être sur des durées de 3 ans à 12 ans pour le premier et sur des durées de 7 à 12 pour le second, avec un différé d'amortissement du capital maximum de 24 mois. Le premier finance le solde des investissements, les matières, le matériel ou immatériel non pris en compte par la dette, plus un peu de BFR. Il doit faire l'objet d'un avis de la DRAF, un avis favorable de la DRAF, qui instruit les projets avant de nous les soumettre, contrairement au prêt méthanisation, qui lui est un prêt qui n'a pas forcément une demande d'aval de l'ensemble, je dirais, enfin de l'ADEME en tout cas. Nous regardons au niveau de notre service le projet à la demande de ceux qui le mettent en place. Parce que, alors nous pouvons regarder sur notre service et un autre service va le mettre en place. Voilà, ça c'est notre cuisine interne. Mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Une chose à savoir, c'est que le prêt méthanisation agricole, pour ce prêt, pour 1 euro de prêt sans garantie, il faut avoir 3 euros de financement bancaire. Les montants des fonds propres et quasi-fonds propres doivent être supérieurs au montant du PSG, qui paraît normal. Et puis, il y a une retenue de garantie qui est de 5%, comme pour l'autre projet, pour l'autre prêt sans garantie, qui, lui, en termes de cofinancement, c'est 1 euro de PSG pour 2 euros de financement bancaire. Et là, le montant des fonds propres et quasi-fonds propres doit représenter au moins 10% du coût du programme. Pour ce qui concerne le prêt méthanisation agricole, il peut être couplé avec de la garantie sur le prêt principal. Et le prêt méthanisation injection, quand le projet est un bon projet, on a capacité à pouvoir financer en prêt sur mesure, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et on peut coupler un prêt sans garantie et un prêt énergie-environnement. Alors, juste petit rappel, j'en ai schématiquement parlé. Vous avez vu que quand je vous ai présenté le prêt sur mesure, on avait un ensemble de garanties. Et donc, vous voyez que de l'autre côté, sur les prêts sans garantie, donc c'est en résumé, il n'y a aucune sûreté sur le patrimoine du dirigeant et les actifs de l'entreprise, juste cette retenue de garantie qui sera restituée à la fin du contrat. Donc, c'est relativement souple. Et les prêts sans garantie, finalement, n'impactent pas le niveau de DSCR. Donc, c'est tout à fait intéressant dans le cadre de la structuration de la dette bancaire. Je vous fais un tout petit résumé de la complémentarité de ces deux prêts méthanisation. Où là, on a un petit récap concernant les projets qui peuvent être financés en PSG méthanisation agricole, qui sont des plus petits projets,
portés par un ou plusieurs exploitants agricoles, où on a des capex maximum à 3 millions, donc on est sur des petits projets. Et puis, on a sur l'autre partie, cogénération et injection, on peut intervenir donc sur le pré-méta, injection sur des projets supérieurs à 125 normomètres cubes. Et en dehors vous voyez, les steppes et les biodéchets et les charges ne sont pas qui peuvent bénéficier des prêts sans garantie. J'essaye de faire assez vite pour rattraper un petit peu notre retard et passer la parole. On répondra à vos questions peut-être à la fin. Est-ce que vous nous entendez, Madame Delias? Oui. Oui. OK. Juste, merci. Il y a au sein des gens qui suivent, il y a des gens qui ne sont peut-être pas forcément usités avec les termes. Simplement, le DSCR, dont Madame Delias a parlé, c'est le rapport EBE, excédent brut d'exploitation, donc produit moins charge, l'excédent brut d'exploitation. Donc EBE divisé par annuité. Et c'est la capacité de l'EBE à rembourser une partie des annuités, généralement, donc on est à 130-140%. L'EBE doit être supérieur, bien sûr, aux annuités. Alors, on va présenter les exemples que vous nous avez soumis. Allez. Et c'est Marie-Sophie qui va prendre Il y avait la une parole. question avant. Deux exemples qui vont reprendre les grands principes que l'on est en train de développer. Madame Delias, vous m'entendez? Il y avait une question? Donc, on a fait une réflexion théorique sur chacun des deux exemples. On a regardé à la fois notre capacité à pouvoir les accompagner avec ces dispositifs de prêt sans garantie et à la fois à les accompagner via un financement de projet, on va dire, plus bancaire classique. Donc, sur le premier projet, donc, qui est un projet à 100 nanomètres cubes, on a donc… il y a un problème d'écho. Il y a un problème d'écho. Il y a un problème d'écho, puis j'ai l'impression que vous ne nous entendez pas toujours. C'est un souci avec la présentation, où du coup, vous voyez peut-être plus l'écran. Voilà, c'est bon. J'ai désactivé le son de Madame Delias. Et là, on ne voit plus l'écran, non. Donc, alors, on va remettre l'écran, pardon. On n'est pas Zoom, nous, on est Teams. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Pas encore. Pas encore, non. J'en profite simplement. Madame Delias, il y avait une question. Est-ce que les prêts qui sont applicables de BPI France sur la base de financement bancaire auprès de la BPI ou possible avec toute banque? En fait, BPI France intervient avec toutes les banques, c'est-à-dire qu'il y a des prêts qui sont spécifiques à BPI France, mais du coup, des prêts qui peuvent être en partage avec toutes les banques de la place. Alors, je ne sais pas si j'ai bien reformulé la question de Terre Green. Oui. Sinon, en fait, je me demandais, je me permets de prendre bonjour à tous, excusez-moi. En fait, vous parlez de prêts qui accompagnent un prêt principal. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que d'autres banques proposent ce système ou est-ce que c'est propre à la BPI, sachant que c'est avec l'ADEME et le ministère, je pense que toutes les banques peuvent le proposer. Oui. Non, alors les prêts sans garantie sont des prêts qui sont faits par BPI France directement ou BPI France est prêteur. Donc, du coup, voilà, il n'y a que BPI France qui les propose et qui les met en place et qui les accorde et qui a son process d'instruction. Et du coup, est-ce que vous pouvez les proposer si le porteur de projet a son prêt principal dans une autre banque que la BPI? En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est le principe général de BPI France. BPI France est une banque, vous avez vu, différente. On est une banque publique et donc on est là pour intervenir aux côtés des banques, on va dire, de place traditionnelles, plus classiques. Donc, on n'intervient jamais tout seul. Systématiquement, on travaille en cofinancement avec des banques. Donc, soit on cofinance avec un prêt sans garantie qui accompagne un prêt de financement de projet classique, voilà, qui est fait par la banque, soit, et c'est du coup un peu ce qu'on voulait vous montrer dans les exemples, on peut faire les deux à la fois. C'est-à-dire on peut être à la fois avec une partie en prêt sans garantie et à la fois avec une partie prêt dette projet plus classique. Est-ce que du coup, vous revoyez l'écran là à nouveau? Oui. Oui.
Très bien. Oui, c'est tout bon. Allez, on vous laisse Pardon continuer. Allez-y. pour les aléas techniques. Du coup, donc, voilà, ce qu'on disait, c'était qu'à la fois, donc, on voulait valider l'éligibilité des 2 exemples proposés à des prêts sans garantie et à la fois aux autres, on va dire, financements, on va dire, plus classiques et comment nous, on appréhende les choses. Donc là, déjà, sur l'éligibilité à un prêt sans garantie pour le premier projet, donc avec la capacité de production de 100 nanomètres cubes, on est sur le dispositif PSG méthanisation agricole, donc qui nécessite donc l'avis favorable de la DRAF, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Les sociétés peuvent être donc des sociétés en création, des sociétés projets. Donc là-dessus, il n'y a pas de contre-indication, on va dire. Et forcément, bon, ça, on ne l'a pas dit, mais ça coulait de source. On ne travaille qu'en France, bien entendu. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que donc on a raisonné par rapport au montant de l'investissement donc du projet de 5 millions d'euros. Nous, on a estimé que le projet, globalement, méritait, entre guillemets, un financement supérieur, donc autour de 5 350 000 de ce qu'on a calculé, parce que peut-être un message à refaire passer, c'est qu'il y a les investissements, les CAPEX, comme on les appelle, à financer, mais dans les projets, il faut aussi avoir des marges de manœuvre pour financer aussi les frais financiers. Par frais financiers, on va inclure tous les intérêts intercalaires pendant la période de construction. Il va y avoir aussi les frais d'audit, le fameux compte de réserve DSRA dont on a parlé tout à l'heure, peut-être aussi un peu de besoin en fonds de roulement. Donc, il faut avoir on va dire, un raisonnement élargi sur le besoin de financement des projets et pas s'arrêter au seul, on va dire, investissement matériel, process, qui peuvent donc constituer, on va dire, les CAPEX de départ. Ensuite, donc, sur le raisonnement, donc, on a parlé du DSCR déjà. Nous, on va raisonner par rapport à un cash flow net d'IS. Donc, ce qu'on a fait, c'est on est parti de l'EBE, on a regardé ce que les amortissements pouvaient générer par rapport au CAPEX du projet. On a raisonné sur un IS théorique. Bon, on a estimé que le cash flow disponible pour le service de la dette, en partant d'un EBE de 495, on était autour de 450 000 euros pour ce projet-là, par exemple. Et du coup, donc, on a raisonné à l'inverse. On a dit que voilà, sur un projet, on souhaite avoir un DSCR, donc c'est-à-dire que le cash flow disponible de 450 divisé par la charge de remboursement soit égal à 140%. Et donc, ça nous fait une capacité de remboursement théorique sur ce type de projet de l'ordre de 320 000 euros. Donc, ce qui correspond grosso modo à une dette, si on raisonne sur une dette financée sur une durée de 13 ans, autour de 3 750 000. Donc, dans cette dette-là, voilà, selon nos critères d'intervention qui sont de conserver ce qu'on appelle un tail positif, c'est-à-dire une durée de financement plus courte que la durée de contrat d'achat de biogaz derrière, de 2 ans, donc c'est-à-dire un financement sur 13 ans quand on a un contrat d'achat de 15 ans. Nous, ça veut dire que la dette potentielle sur laquelle on pourrait étudier le financement de ce projet serait autour de 3 750 000, ce qui représenterait à peu près 70% du CAPEX, enfin du besoin de financement global, pardon, de 5 350 000 qu'on a estimé au départ. Et là-dedans, donc dans ces 3 750 000, et je vois que j'ai fait une erreur parce que j'ai mis 3 millions, mais c'est 3,5 millions de dette long terme qu'il faut. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait, pourquoi pas, inclure une partie du financement en prêt sans garantie à hauteur de 250 000 euros, par exemple. Et du coup, il faudrait qu'il y ait une dette, on va dire projet, on va dire bancaire classique pour 3,5 millions. Et là, on pourrait avoir le financement du projet côté banque qui tourne. Mais là, on ne tourne plus côté fonds propres, puisque du coup, dans les hypothèses de départ, on avait un apport en fonds propres agriculteurs autour de 5% de l'investissement et des subventions à 5%. Donc, ça veut dire que sur ce projet-là, entre guillemets, pour qu'il soit viable d'un point de vue bancaire, il faudrait plutôt 30% d'apport. Donc, ça veut dire que là, on était plutôt sur 10. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions alternatives pour compléter cet apport de départ. Et par ces solutions alternatives, c'est la recherche éventuelle donc, de subventions complémentaires
ou de tiers investissement. Donc, ça peut être avec des dispositifs de plateformes de financement participatif, comme elles ont été présentées par Jacques Viard au début de la présentation. Ça peut être le fonds OSE pour une partie, ou d'autres tiers financeurs avec des obligations convertibles, ou des apports ou des entrées au capital permettant d'avoir des apports en fonds propres complémentaires. Donc, c'est assez théorique, hein, tout ça, parce que après, il faut rentrer dans les projets. Les projets, ce sont des équilibres. Donc, bon, on peut pas faire, c'est que des cas particuliers, donc c'est difficile de raisonner d'un point de vue théorique. Mais voilà, on a fait un peu l'exercice pour ce premier projet. Et du coup, on a fait exactement le même exercice pour le deuxième exemple, donc avec exactement le même raisonnement. Donc là, si on regarde à nouveau les critères d'éligibilité donc sur le prêt sans garantie, donc là, on pourrait rentrer dans le cadre de l'intervention du prêt sans garantie ADEME, donc pour les puissances supérieures à 125 nanomètres cubes. Et avec exactement le même raisonnement, donc nos 6,5 millions d'investissement de départ conduirait à un besoin de financement total un peu supérieur à 7 millions d'euros quand on inclut tous les frais dont on a parlé. Là, avec le même raisonnement sur le BE de 760 000, on aurait un cash flow disponible qui serait autour de 680. Donc, ce qui nous conduirait, on va dire, à une dette théorique maximum de 5,5 millions. Et à nouveau, du coup, on pourrait donc pourquoi pas inclure un prêt sans garantie dont le montant serait égal au montant des fonds propres, donc autour de 325. Mais à nouveau, là, c'est un raisonnement théorique, puisque donc, si les fonds propres augmentent, le montant maximum du prêt sans garantie peut aussi également être revu à la hausse. Et la dette long terme, du coup, hors prêt sans garantie, dans cet exemple-là, on serait à 5 100 000, 5 200 000. Et là-dessus, BPI France pourrait, pourquoi pas, participer également pour, on va dire, un tiers, par exemple, aux côtés des banques traditionnelles, Crédit Agricole et autres dont on a parlé également au début de l'intervention dans le diagramme de Jacques. Donc là, du coup, sur l'équilibre de ce projet-là, ce qu'on peut dire avec ces ratios-là et avec cette vision, c'est que là, on serait sur un équilibre fonds propres qui serait plutôt 22%, dette 78%. Donc là, à nouveau, le besoin de rechercher des solutions de financement complémentaires en fonds propres, mais dans une moindre mesure, puisque du coup, on a l'effet d'échelle qui joue en faveur de ce projet-là, puisque du coup, avec une capacité installée plus importante, on a cet effet d'échelle qui est favorable. Du coup, on a fait une petite conclusion bonus, on va dire, voilà, sur les équilibres de projet. Donc, ce sera communiqué dans la présentation. On ne va peut-être pas tout détailler, mais c'est ça répond aussi à la question qui était posée tout à l'heure, c'est que les prêts sans garantie, ils peuvent venir pour compléter une partie des projets. On est sur des prêts qui ont l'avantage d'être sans garantie, donc qui, entre guillemets, sont plutôt favorables pour les investisseurs et pour les agriculteurs, parce qu'il n'y a aucune garantie sur cette partie de dette-là. Donc, ça limite mécaniquement les garanties qui sont apportées sur le reste de la dette plus traditionnelle en mode projet. Et ça vient s'inscrire en complément et tout est possible, c'est-à-dire, si je conclus comme ça, BPI France peut participer en prêt sans garantie et ou pas en dette à côté projet, aux côtés de banque, et de toute façon forcément aux côtés de banque, puisque de toute façon BPI France n'intervient jamais tout seul, donc intervient toujours dans le cadre d'un cofinancement avec les banques classiques de place. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous. Allez-y, je vous laisse finir. Non, du coup, voilà, juste on vous a redonné nos coordonnées, donc on vous les fera parvenir, et donc on est à votre disposition pour étudier les projets. Et donc, comme l'a dit également Frédéric pour OSE, on est toujours aussi partant, nous, pour être le plus sollicité en amont possible, puisque c'est comme ça qu'on sera les plus efficaces et qu'on pourra mobiliser toute la palette d'intervention de BPI France. Écoutez, merci à vous aussi d'avoir fait cet exercice de simulation qui n'est pas simple. Donc, en résumé, sur les cas types, eh bien, il faut
plus de fonds propres pour pouvoir lever le prêt sans garantie. Voilà, on avait fait des modèles à 10% de fonds propres, de fonds propres ou quasi-fonds propres avec la subvention incluse. Et là, on constate que c'est pas suffisant. Il faut mobiliser d'autres partenaires. C'est l'objet aussi donc de ce webinaire, du webinaire de tiers financeurs citoyens qui va être à venir la fois d'après, et le dernier webinaire sur les tiers financeurs privés. Simplement, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a du retard, mais néanmoins, écoutez, si on prolonge un peu, c'est pas grave. S'il y a des questions, allez-y. Je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être une réaction, Guillaume, pour appuyer tes propos. Vraiment, merci à vous, effectivement, BPI, de nous exposer votre raisonnement. Vous voyez, typiquement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des gens de l'ingénierie énergétique ou agronomique, etc. Et vraiment, quand on vous entend, on se dit qu'il y a une culture un peu du raisonnement bancaire qui nous manque, et on est heureux d'entendre vos raisonnements, et sans doute on reviendra encore vers vous, et à travers ces webinaires, mais en dehors des webinaires, pour davantage intégrer ces concepts pour mieux conseiller les futurs porteurs de projets. Merci beaucoup. Avec plaisir. Parfait, ben merci. Du coup, je vous propose alors de passer à l'intervention des territoires d'énergie Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire de l'association des syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec Monsieur Lenoir, donc directeur général du syndicat départemental d'énergie de l'Allier, puisque les syndicats d'énergie se mobilisent fortement pour la transition énergétique dans notre région. Donc, je vais vous laisser la parole. Et du coup, ça me fait penser aussi, effectivement, dans ce webinaire, il y a quand même beaucoup de terminologie financière. Je ne sais pas si tout le monde était préparé à cette terminologie financière, et peut-être que ça mériterait de mettre en perspective un prochain webinaire sur vraiment qu'est-ce qu'un business plan et quelles sont les terminologies finalement pour mieux s'habituer à tout ce qui est DSCR, cash flow, etc. À voir en fonction de vos réactions. Merci, Monsieur Lenoir. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi qui suis ni spécialiste du secteur bancaire ni de la méthanisation, je vais déjà essayer de vous présenter très rapidement ce qu'est TEARA. C'est l'association des syndicats d'énergie qui existe dans tous les départements de la région et qui échangent leurs pratiques et jouent leur représentation au niveau régional. Une association de structures, ces syndicats départementaux d'énergie, mais quand même avec des caractéristiques très différentes. Alors, on fait tous partie du monde public, on est tous une structure intercommunale rassemblant à la fois des communes et des intercommunalités, voire des départements. Mais on s'occupe d'une façon différente du gaz. Notre métier premier, c'est l'investissement dans les réseaux, dans le réseau électrique en premier, avec le contrôle de la concession Enedis. Et pour une bonne partie d'entre nous, ceux qui sont figurés en bleu ici, c'est une vieille carte, elle a bougé. On s'occupe également de la distribution de gaz et de bien d'autres aspects de l'énergie, en passant par l'éclairage public, qui nous amène à représenter souvent sur nos territoires plus de 10% des investissements du bloc public local. Notre premier rôle en matière de méthanisation, au-delà du financement, c'est de veiller à l'accueil par les réseaux. C'est un élément important de la sécurité et même parfois de la rentabilité du projet. Des retards à l'alimentation électrique peuvent être perturbants. Pour injecter du gaz dans un réseau, encore faut-il qu'il y en ait un. L'action de plusieurs syndicats, ça consiste à sécuriser ces aspects, à faire valoir au niveau national l'intérêt, ce qui n'était pas toujours évident avant la triste période que l'on rencontre, à mutualiser les coûts de collecte du gaz et en partenariat local avec les réseaux de distributeurs, à avoir une clarté et une lecture des zones où il sera possible d'investir du gaz. Et accessoirement, mais là en ce moment aussi c'est moins attractif, à avoir l'articulation entre la collecte et la distribution du gaz pour sa consommation. Là, je vous ai mis vite fait quelques cartes de zonage. C'est un peu compliqué, mais je ne vais pas trop rentrer sur les rapports de rentabilité réseau qui permettent de faire les zones,
Mais il faut savoir que, par exemple, en Isère, ils ont été les premiers très récemment à fédérer les acteurs publics pour rendre possible l'injection de gaz dans un secteur, en mettant plusieurs acteurs publics qui subventionneront des travaux pour justement permettre l'injection dans des volumes correspondant aux ambitions. Dans l'Allier, on a eu de la chance puisqu'on a été le premier rebours, c'est ce qui permet de remonter le gaz sur tout le réseau national de la région. Et on a grosso modo les 2/3 du département qui sont déjà zonés et 80% de la surface départementale où il sera possible d'injecter du gaz, sachant que pour la méthanisation, quand on ne peut pas injecter du gaz en réseau, soit il faut le transporter, mais ça pose des questions, soit on passe à la cogénération, vous le savez tous. Donc cette hétérogénéité, cette question réseau, une des motivations aussi qui nous amène à réfléchir sur le tiers financement public des unités de méthanisation, c'est que ces unités de méthanisation sont fortement articulées avec toutes les politiques locales de transition énergétique, auxquelles nous sommes associés de façon diverse, suivant les départements. On trouvera des territoires d'énergie complètement associés, voire impliqués dans la réalisation des plans climat, et d'autres où ils sont plus vus comme des acteurs porteurs d'actions éventuelles. Mais un de nos rôles importants, c'est aussi de faire comprendre le positionnement de la méthanisation. Alors, on est un peu loin du financement, mais c'est une des conditions. J'ai bien aimé la présentation de José, à la fois sur le côté entrepreneurial et risqué de la méthanisation. Et j'ai rajouté en commentaire, il ne suffit pas d'être un athlète riche. Encore, il faut-il être un athlète doué et multisportif, puisqu'il nous faut des agriculteurs, mais aussi des agriculteurs qui sachent conduire un projet industriel. Et en plus, il faut bien passer à la télé, parce que pour que le projet soit accepté, c'est important qu'il revêt une acceptation locale et une compréhension par les élus de tous ses intérêts, pas seulement économiques, pas seulement financiers, mais aussi en matière d'externalité positive sur l'agriculture et sur l'environnement. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et je pense que ça fait aussi partie d'une réduction du facteur risque des projets, surtout avant leur autorisation. Alors, étant impliqué dans le pousser en avant de ces projets, il y a 2 voies essentielles qui ont été explorées pour impliquer financièrement les territoires d'énergie que nous sommes, et des budgets conséquents habitués aux investissements lourds dans le réseau. C'est évidemment l'actionnariat. On est quelques syndicats, mais finalement très peu, à avoir monté des SEM qui ont accepté ou envisagé d'investir dans des sociétés de production de méthanisation. On peut réfléchir rapidement sur les facteurs qui rendent ça difficile. C'est vrai, ça a été dit, que la visibilité est bien plus importante sur l'hydro, sur le PV, voire même sur l'éolien, une fois qu'il est accepté. Alors que sur la méthanisation, le facteur risque, il reste important. Un autre aspect, c'est qu'on s'inscrit dans une activité économique qui est à côté, qui est importante, qui est l'agriculture. Donc, il y a la question de la maîtrise des apports, du devenir des IGSA, qui fait que quelque part, culturellement, en France, on n'a pas beaucoup l'habitude d'impliquer le public dans l'agriculture. Je dirais juste qu'il y a beaucoup plus de forêts publiques que de fermes publiques, c'est une évidence. Et peut-être que ces côtés-là font que c'est souvent pas le primo-investissement d'une SEM dédiée à l'énergie qui est envisagé. Néanmoins, on a quelques syndicats, la Loire, l'Isère qui l'envisage. Nous, on l'avait envisagé, mais le projet n'a pas abouti, qui envisage de faire prendre de l'actionnariat à des SEM dans des projets de méta. Je pense que souvent, ça apparaît comme un complément d'un mix énergétique de la SEM, qui aura déjà au préalable investi dans des projets plus rassurants. Et peut-être que la question des apports biodéchets qui va de plus en plus émerger dans des secteurs très denses où il y aura une justification d'une unité fortement dédiée pourrait conduire des structures publiques, mais lesquelles à s'investir sur ces sujets, parce que biodéchets, on peut aussi penser à des CITOM ou à des EPCI. Voilà. Moi, je vais vous modestement vous décrire ce qu'on a pu faire dans l'Allier, qui quelque part est un peu un intermédiaire entre le prêteur et l'investisseur, c'est-à-dire une sorte d'aide conventionnelle de trésorerie, une facilitation, qui est aussi un peu dans l'esprit du prêt sans garantie,
On avait envisagé d'autres formes d'action, de prendre des parts minimes et de faire des avances en compte courant d'associés. Elles n'auraient pas été considérées dans l'autofinancement. Et finalement, on a mis en place un dispositif relativement simple, qui a été très compliqué à mettre en place, parce qu'évidemment, il est très original, et on peut faire confiance à mon président, et qui est parti d'un constat en 2016. Finalement, on avait plus de projets qui avortaient que de projets qui réussissaient. On a eu aussi des projets à échec. Et on avait commencé à comprendre, notamment aussi avec l'articulation sur les premières cartes de proximité de réseau gaz, l'intérêt énergétique de la méthanisation et ses externalités positives. Et on a demandé aux porteurs de projets qu'est-ce qui vous manque le plus. À l'époque, on avait une réticence des institutionnels agricoles, il faut le dire, dans l'Allier, plus spécifiquement dans l'Allier, suite aussi à des projets qui ont été difficiles. On avait des facilités moindres dans l'Allier de notre caisse régionale par rapport à d'autres caisses régionales qui demandaient plus d'investissement d'autofinancement. Et tout ça, ça nous a conduit à mettre en place une aide simple, pas sur le but économique ni sur le but agricole, mais bien sur une convention partenariale avec les porteurs de projets pour mettre en évidence les externalités positives, pour voir les articulations avec les réseaux d'énergie, notre compétence première, et puis pour participer au retour d'expérience sur les installations. Donc, on a défini une règle avec la 3e unité de méthanisation. Les 2 premières, on ne les a pas aidées. Et petit à petit, ces besoins, ça a été, à l'époque, les projets étaient moins chers. C'était un projet en cogénération. On a dimensionné ça à 200 000 € d'avance de trésorerie, remboursable initialement sur 5 ans, puis finalement étalé sur 7 ans, avec des différés de remboursement et bien sûr avec aucun intérêt. Alors, réglementairement, je ne regarde pas le chat parce que c'est trop compliqué pour moi de faire deux choses à la fois. C'est évidemment très compliqué de se situer par rapport au règlement des aides publiques à l'agriculture. On a envoyé des tas de courriers à la préfecture, à la région, au ministre. On a eu un peu une sorte d'autorisation type expérimentation. On ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis, pour l'instant, ça peut être considéré comme valide. C'est pour ça qu'on continue. Grosso modo, on a versé, enfin pas grosso modo, on a versé environ 1,5 million qui ont déjà été versés. On commence évidemment à avoir des premiers remboursements, puisque depuis 2017, il y a un projet qui nous a quasi remboursé sur 5 ans sur 7. Et on est sur un rythme, et cette notion de rythme d'émergence des projets, pour moi, c'est très important, d'environ 2 à 3 projets par an qui apparaissent. Ça va nous conduire à avoir une sorte de fonds de trésorerie sur les projets entre 2 et 3 millions d'euros. Mais par contre, on est un peu inquiet sur les discontinuités de risque, puisqu'on voit que les annonces de modification de tarifs et tout ça, on l'avait vécu aussi sur le photovoltaïque. On a des baby-booms et en même temps des périodes creuses d'émergence de projets. Et je vous parlerai peut-être de facteurs qui viendraient tempérer cela. Donc, je fais tout de suite l'exercice. Il faut bien comprendre que notre aide, ce n'est pas une analyse bancaire qui la motive, c'est bien un partenariat d'échange entre un territoire ou un syndicat d'énergie représentant les territoires et des exploitations. Donc, par contre, on a pas mal de retours d'exploitation parce que l'avantage de faire une avance de trésorerie, c'est que le projet auquel on a prêté de l'argent en 2017, chaque année, on va le voir au moins 2 ou 3 fois, on l'a vu au préalable, et on entretient des relations continues avec tous les porteurs de projets, pas tellement sur leurs résultats économiques, mais quand même un peu, mais surtout sur la conduite réelle, la façon dont les agriculteurs s'associent initialement et continuent à collaborer ensuite. Ça me paraît ça aussi important par rapport à ce qui était dit. On voit clairement les approches entrepreneuriales de développement et les approches de confortation du système d'exploitation, et c'est très différent. Et sur ces projets-là, on aura une audition qui sera identique sur les 2 projets, mais on n'a pas été très sélectif historiquement sur les projets, mais si j'anticipe un peu, autant le premier projet, à part ces revenus qui me paraissent un peu inférieurs, mais peut-être est-ce l'effet du nouveau tarif par rapport à des projets quasi équivalents qui coûtaient un peu plus cher en investissement dans l'Allier,
mais si vous voulez, ils investissaient 6 millions, mais actuellement, ils sont sur probablement plus d'1,5 million de chiffre d'affaires par an, avec des tonnages équivalents. Donc, on essaiera de comprendre pourquoi. On est dans du 100% agricole en apport. On creusera quand même la question sur les intercultures, quelle interculture, quel modèle d'exploitation. Mais c'est un projet qui a de grandes chances d'être retenu par le SDE pour être complètement éligible à l'aide. Le deuxième projet intégrant de la biométhanisation, notre aide a été vraiment orientée sur les externalités positives et vraiment sur le côté agricole des choses. Ça tient certainement à la culture agricole des élus de l'Allier. Il les interrogera certainement beaucoup plus. Alors, un peu sur le dimensionnement, le nombre de normomètres cubes me paraît faible, mais bon, après, c'est les intentions des projets et la réalisation. Et puis, on n'est pas des experts de la méthanisation, mais c'est sur la qualification agricole du projet et surtout l'intégration des biodéchets et le devenir des digestats que j'anticipe des réactions des élus. Pour vous donner des exemples aussi, on a eu des réactions d'élus sur des méthaniseurs qui utilisaient beaucoup d'herbe et qui avaient tendance à se substituer aux UGB, aux unités gros bétail. Et donc, ce n'est pas du tout le type d'externalité que les élus sont prêts à accepter, de donner du devenir à l'herbe par les méthaniseurs plutôt que par la viande, dans un département comme le nôtre d'élevage de bovins race à viande. Voilà, donc on est très agricole. Si les gens du deuxième projet sont bien communicants, si tout ça s'intègre dans une logique d'investissement maîtrisée par des agriculteurs sur tous les aspects, le dispositif d'aide serait complètement identique. C'est tout bête, hein, c'est une avance de maximum 200 000, plafonnée à 10% du montant de l'investissement. Là, maintenant, les unités de méthanisation le dépassent tout le temps. Et on prête 200 000 sur 7 ans d'une façon très souple. On habille ça, alors ce n'est pas sans garantie, on prend des gages sur le matériel mobilier. Espérons qu'on n'aura jamais à récupérer un broyeur gagé ou je ne sais pas trop quelle unité. Mais ça permet de réduire le volume recalculé de l'équivalent aide de cette subvention. On est très très souple, mais très présent dans l'attribution de l'aide. Voilà. Je vais rester ouvert aux questions, puis je vais essayer d'aller assez vite. Je jette un coup d'œil pour pas voir si je n'ai pas oublié d'aspect indispensable. Et surtout, ce que je voulais mettre, c'est ça. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas une carte du SDE, qui est une carte qui est produite par l'État, qui anime la commission méthanisation. Et ce que je voulais souligner, c'est le caractère complémentaire de tous ces dispositifs. Nous, on a pu se loger dans un trou de souris réglementaire, mais les commissions méthanisation, on a tout le côté officiel, facilitation de projet. Nous, on s'intéresse beaucoup à la mise en relation d'acteurs, à l'importance de partager le REX entre méthaniseurs. Là, c'est bien parti. On a une association départementale, une vraie logique de soutien. À l'importance aussi de la communication aux élus. C'est important que les élus aient visité des méthaniseurs pour qu'ils puissent faire face aux citoyens et qu'ils les visitent avant que les citoyens commencent à s'organiser contre. Et puis, je dirais des choses qui vont porter les fruits et qui vont peut-être aller dans le sens des capacités de financement. On commence, nous, on en est heureux, à voir ce que je vais appeler des projets de méthanisation qui font des petits. Le monde agricole de l'Allier, pour l'avoir observé dans d'autres domaines, les coopératives d'utilisation de matériel en commun, s'il y a des modèles qui marchent, ils ont tendance à se répliquer. Et on peut avoir des gens qui ont développé de la méthanisation et qui, après ça, veulent, avec d'autres, réinvestir dans d'autres projets. Et ça pourrait être un facteur de développement hyper intéressant qu'on essaye de favoriser. Voilà, je pense que j'ai dit dans l'essentiel. Et puis, je voulais terminer sur un peu une prospective très récente qu'on va demander suite à l'actualité. C'est que si on fait le cumul de tous les projets d'injection qu'on a financés ou suivis, il y a déjà 90 gigawattheures en 2023 qui seront probablement produits parce que nous, on appelle les unités industrielles que vous appellerez peut-être des projets territoriaux intégrant d'autres apports agricoles, l'agroalimentaire essentiellement. Et on va avoir 100 gigawattheures de biogaz d'unités agricoles, à peu près au nombre d'une dizaine. Alors, dans un cas, le potentiel des 90, il ne sera pas éternellement multiplié. Le potentiel des 100, il peut être raisonnablement multiplié par 10 si on s'y met vraiment. En tout cas, en l'état actuel, ça représente 10% de la consommation totale du département, ce qui permet à mon président au niveau du département d'affirmer qu'on a déjà réduit de 2/3 notre dépendance au gaz russe, pour terminer sur une actualité qui est, hélas, bien triste. Voilà. Bien, merci, Monsieur Lenoir. C'était très complet. Alors, c'est 10% de consommation totale du département. Vous avez déjà atteint cet objectif-là, visiblement. Il faut savoir que c'est un objectif
un objectif de 2000, ah oui, c'est perspective 2023, on y est quasiment. C'est un objectif national au niveau des années 2030 dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Donc, vous avez de l'avance sur la stratégie, enfin sur les objectifs nationaux. Bravo, merci, c'était très C'est clair. peut-être aussi parce qu'à une époque, on avait plus de vaches que d'habitants. Oui, il y a des contextes, tout à fait. Je ne voulais pas forcément le souligner, mais il y a un contexte, c'est vrai, qui facilite. Merci à vous. Donc, effectivement, 200 000 euros, ça peut être un beaucoup de plus quand même sur le tour de table. Hein. On l'a vu, qui est un tour de table pas simple, y compris quand il faut lever un prêt sans garantie chez BPI France. Merci à vous. Il y avait, alors, juste, vous avez vu, j'ai juste, il y a BPI France qui a précisé le fait qu'en région, ils sont quand même intervenus sur une dizaine de projets en région. Voilà, donc ça c'était un chiffre, je crois qu'on n'avait pas mis pendant l'intervention de BPI. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à M. Lenoir et au syndicat d'énergie? Alors il y a Jacques déjà. Jacques, je te laisse poser ta question. Ben oui, parce que quand on voit cette belle présentation, on se dit, mais alors, est-ce que c'est envisagé dans chaque département où il y a un syndicat d'énergie d'avoir ce type de disposition? Parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et on est très heureux de vous voir arriver sur le sujet. Pour nous, c'est évident qu'on doit travailler ensemble avec les syndicats d'énergie sur la question notamment du biométhane, mais pas seulement, notamment. On l'a partagé avec nos collègues. Hein. On est une association, mais chacun a sa politique, son histoire, ses caractéristiques, son acceptabilité par le collège d'élus différentes. Par exemple, chez nous, l'économie mixte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire accepter dans l'allié qu'ailleurs. Donc, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. D'ailleurs, on peut avoir des territoires d'énergie, mais d'autres structures publiques qui pourraient accorder ces facilités en échange d'un intérêt qu'ils trouveraient. On l'a présenté, on milite, on dit que ça a vraiment eu un effet. Pour l'instant, on a une intention polie. Je ne sais pas quelles seront les intentions dans le futur. Après, l'actualité va tout changer dans le rapport au gaz. L'actualité et la question du prix d'achat du gaz aussi, que j'ai oublié d'évoquer. C'est vrai que la politique d'achat biogaz vert va se poser la question du prix total. Et peut-être qu'une logique type corporate PPA ou association à la production des collectivités pour leur consommation, ça pourrait terminer de convaincre sur l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à la question du gaz vert. Merci. Du coup, là, c'est vrai vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir en fait l'ensemble des retours d'expérience des syndicats d'énergie. Je crois qu'il y a, alors je ne sais plus si TE38 est présent là dans le poursuivre, mais TE38 est très proactif aussi en méthanisation. J'ai plus en tête exactement leur modalité d'intervention. Il me semble aussi que, mais je m'avance peut-être, mais il me semble que il y a la Loire aussi avec la SEM Soleil et donc le syndicat d'énergie de la Loire qui a pris des parts dans Métamoly. Et peut-être je m'avance, mais dans la Drôme, il me semble aussi que c'est peut-être présent. Mais voilà. Non, il n'y a pas de projet d'investissement actionnaire dans la Drôme. Là, je l'ai eu, sa présence dans le projet. L'ISER s'implique beaucoup sur la partie réseau et espère bien pouvoir devenir actionnaire via une SEM d'unité de méthanisation. Voilà le tour que j'ai pu faire de mes collègues. Mais bon, on reste quand même au stade projet. Et puis, bien évidemment, la Loire qui est rentrée dans Métamoly sur le côté exemplarité du projet. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, et nous, on a failli être actionnaire d'une SEM Énergie sur Vichy avec un projet méta, mais qui, lui, avait avorté, un méta territorial. Et donc, j'ai noté aussi effectivement un rapport, donc un apport financier et aussi un rapport très de proximité avec les porteurs de projets et aussi sous un angle technique. Je regarde s'il y a d'autres. Oui, il y a Jean-Paul Saudet de la Chambre d'écriture qui nous signale effectivement que TE38 n'est pas encore actionnaire comme tiers investisseur, mais donc vous avez dit que c'était en perspective. Il y a l'Adréal Alain Rochebut qui vous a mis une information là, sur les niveaux de production en région. Je vous laisse la consulter dans le chat. Et je regarde, oui, donc il y a eu aussi une réponse il y avait une question qui n'était pas spécifiquement à vous, Monsieur Lenoir, mais quel est le délai d'aboutissement d'un projet entre sa naissance et son fonctionnement? Donc Jacques a répondu, 3 ans environ. Voilà, on a des exemples récents avec des délais plus courts de 2 ans. Voilà, ça dépend aussi de la taille du projet, entre un projet individuel, un projet collectif. Mais voilà, grosso modo, de toute façon, il y a quand même un délai à partir du moment où vous signez le contrat d'achat du gaz. Donc c'est un projet qui est déjà un petit peu avancé. Il faut que la mise en service ait lieu dans les 3 ans.
parce qu'après, sinon, vous êtes pénalisé sur votre contrat. Et donc voilà, on a quand même cet objectif-là d'avoir des projets qui, en 3 ans, arrivent à sortir et à injecter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous laisse réfléchir. En attendant, je vous propose juste un petit sondage très rapide. Voilà, pour nous, pour un retour. On est encore 23, on était jusqu'à un peu plus tout à l'heure. Je m'excuse, on a débordé. Je vous laisse répondre rapidement à ce sondage. C'est vrai que c'est pas forcément simple d'avoir la terminologie financière, on l'a dit, etc. Et donc, je vous laisse y répondre afin que nous puissions nous améliorer. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, je mets fin au sondage. Merci à vous. En gros, les résultats, c'est que oui, à 76%, on a répondu à vos objectifs et sinon, en partie, on va dire, et une réponse, je vais vous les partager pour être tout à fait transparent. Voilà, une réponse qui montre qu'il y avait d'autres attentes, donc à creuser ensemble. Merci à vous en tout cas. Je vais juste repartager mon écran. Alors, voilà, pour tac, voilà. Je pense que vous le voyez. Alors, simplement pour vous indiquer un certain nombre de centres de ressources. Vous avez un certain nombre de ressources dans le diaporama, des centres, notamment des sites internet, notamment le site internet régional biogaz-aura. Voilà, on l'a refait il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore forcément, on va dire, officiellement libéré parce qu'on a encore 2-3 petites retouches, mais enfin, vous y avez accès. Voilà, vous avez toutes les infos, notamment tous les contacts, utiles dans les DDT, dans les champs d'agriculture, mais aussi dans les types de structures privées, comme les bureaux d'études, les assembliers, etc., qui œuvrent en région. Quelques publications à venir, et notamment le guide pour le financement de la méthanisation dont Jacques a parlé. Et avant de laisser le mot de la conclusion à Jacques Viard de l'ADEME, je vous rappelle notre prochain rendez-vous le vendredi 25 mars sur le financement participatif et citoyen avec l'intervention du réseau Oracle, un réseau qui rassemble les groupes vraiment citoyens locaux de financeurs en région, Énergie partagée et le fonds de financement participatif Mimosa. Jacques, je te laisse conclure avant de souhaiter une bonne journée et un bon appétit à tout le monde. À toi la parole, Jacques. Merci Guillaume. Très rapidement, donc retenons, je crois, le conseil numéro 1 de nos intervenants qui est celui de l'anticipation. Effectivement, il faut que nous sommes en situation d'accompagner les porteurs de projets et les projets naissants, que vraiment on ait l'attention sur le fait d'anticiper le montage financier, le montage bancaire. C'est très important. Deuxièmement, on a vu également que nous avons besoin tous, selon notre position, de progresser sur la culture du montage bancaire et plus généralement, comme indiqué par certains intervenants, sur le montage financier plus globalement, pas seulement investissement, mais également le financement des projets, notamment également penser le BFR, besoin de fonds de roulement, dans les besoins de financement, également la question des frais intercalaires, etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'on ait en tête toutes ces notions, qu'on écoute davantage un peu les compétences bancaires et qu'on s'acculture, cela a été dit, qu'on s'acculture sur les logiques de montage et de raisonnement bancaire. On va y regarder en lien avec Aura 2E, avec la communauté Ambition Biogaz, ce qu'on peut imaginer et proposer en termes de demi-journée ou journée de formation ou de webinaire spécifiquement sur la culture du bancaire et la culture du financement des projets. Au-delà de ce temps forcément court, mais déjà un peu trop long peut-être vu l'heure, sur le sujet, on vous invite à vous contacter entre vous. Les références des intervenants seront sur le site d'Aura 2E, donc n'hésitez pas, au-delà d'aujourd'hui, de ce matin, à les contacter pour approfondir, poser des questions et pourquoi pas, bien sûr, on souhaite fortement faire des liens avec les projets de terrain et voir si tel et tel organisme peut d'ores et déjà vraiment intervenir et en tout cas étudier des projets très concrets. Je ne suis pas plus long. Vous avez les dates du prochain rendez-vous dans 15 jours sur les aspects financement participatif et citoyen. Bon appétit. Merci à tous, bon appétit et pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. À bientôt. Merci.